Pierre Drelon, vous êtes spécialiste des organisations, du management et de la pédagogie du travail. Ce séminaire a été créé à l'occasion des défis que nous lance notre environnement de plus en plus complexe, mouvant, perturbant, perturbé, qui nous oblige, qui nous pose ce défi de revisiter nos pratiques managériales. Alors, quelle est la raison qui a motivé cette vidéo? La raison est simple, ce séminaire nécessite un travail de préparation et pour chacun des participants, il faut que les choses soient claires quant à ce qu'il faut préparer, pourquoi le préparer, comment le préparer. Et comme ce séminaire est un séminaire qui, comme l'indique son nom, induit une remise en question, c'est d'autant plus important que l'objectif soit bien perçu par chaque participant. Alors, pourquoi ce titre, Créativité dans le management d'équipe? Qu'est-ce que ça signifie et en quoi ça induit une remise en question de nos pratiques managériales? Dans un monde de plus en plus en changement, je dirais même dans un monde en rupture, où on sent bien qu'on est à la fin d'un modèle économique qui a présidé au fonctionnement du monde occidental en tout cas, à une époque de la mondialisation, de l'internationalisation des activités, il y a une remise en question fondamentale des méthodes et des approches de travail en entreprise ou dans les organisations d'une manière générale. Les auteurs ont qualifié cette évolution du monde comme un changement de paradigme. Nous changeons d'univers. Et dans un nouvel univers, celui vers lequel nous allons, eh bien, il y a une évolution que certains théoriciens ont parlé d'une logique d'ordre 1 et d'une logique d'ordre 2, et les méthodes sont radicalement différentes. Il faut remettre en question, il faut remettre en cause les méthodes de travail. Qu'est-ce que ça signifie logique d'ordre 1, logique d'ordre 2? Dans une logique d'ordre 1, dans la manière de travailler, on pose un problème et on connaît le problème. En fonction de ce problème, on va chercher des données. Et on va traiter ces données par des méthodes qui sont disponibles. C'est la logique d'ordre 1, c'est l'approche classique. On parle de mécanique quantique. Dans le paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui, un paradigme systémique où tout interagit, eh bien on n'est pas sûr des problèmes. On n'a peut-être pas le temps d'aller chercher des données, voire on n'a pas de données, voire on n'est pas certain de la fiabilité des données. Sur nombre de situations face auxquelles on est confronté, eh bien on ne dispose pas toujours de méthode, et donc il devient difficile de traiter des données par la méthode. En conséquence, dans ce nouveau paradigme systémique, on parle aussi de logique d'ordre 2. On ne peut plus partir du postulat qu'une solution à un problème réside dans le traitement des données par la méthode. À partir de ce moment-là, le processus de décision, le processus de collecte d'informations, le processus de mise en œuvre des décisions pour passer à l'acte doit complètement être mis à plat. Alors, on parle de management, mais le management, qu'est-ce que ça signifie exactement? Il y a beaucoup de mots en entreprise dont l'usage, dont le sens a été galvaudé. On parle de communication, on parle de processus, on parle de stratégie, enfin plein de choses où finalement on ne sait plus très bien ce que ça signifie et ce qu'on va aller mettre derrière. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par management? Si on prend la définition étymologique, je vais m'en proposer deux, il y en a un certain nombre en fonction des origines géographiques différentes, mais si on prend l'origine anglo-saxonne, to manage, noodle, to achieve, on va voir dans cette connotation l'idée d'atteindre son objectif. Si on prend une autre étymologie latine, manus agere, la main dans la terre, le paysan qui très tôt le matin va dans ses champs, prend la terre dans ses mains, la touche, la regarde, la sent, la goûte peut-être, c'est-à-dire utilise ses sens, je parle bien de ses sens cérébraux, pour prendre la décision de semer ou de labourer. Eh bien, si on veut faire un petit peu un rassemblement de ces, par exemple, de définitions, pour ne prendre que celle-là, ce serait la manière de prendre la décision pour atteindre ces objectifs. La problématique de management aujourd'hui, c'est la difficulté qu'ont les entreprises à atteindre leurs objectifs. Le management serait, le mot est peut-être présomptueux, mais une science de l'atteinte de l'objectif. Et comment faire pour atteindre ces objectifs, d'après vous? Alors, il y a trois étapes essentielles que nous détaillerons dans le séminaire Créativité, Management d'équipe. La première, c'est d'être au clair de l'objectif. Mais
d'un objectif qui fait sens, d'un objectif qui est vraiment entre une finalité et des buts. La finalité, c'est la cause, le but, c'est la tâche à accomplir. Si on me donne un objectif aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais à partir de demain, quel est le changement attendu, quelle est la transformation à opérer, en quoi cet objectif devient un challenge, un enjeu et un défi dynamique, entraînant, un objectif qui motive et qui mobilise les équipes pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse donner individuellement et collectivement le meilleur de lui-même. Ça, c'est la première étape de l'objectif, savoir où l'on va. Mais pour savoir où l'on va, et pour construire le meilleur chemin, il faut savoir d'où l'on part. Et la deuxième étape, le deuxième point de la démarche, c'est faire un état des lieux, faire un audit, faire un diagnostic, des points forts, des points faibles, des points d'appui, des points de vigilance, des contraintes, des opportunités, des menaces, des occasions à saisir. Et donc ce diagnostic, cet état des lieux, ce bilan en quelque sorte, c'est la deuxième étape. À partir du moment où on sait où on veut aller, à partir du moment où on sait d'où on part, on peut donc construire le chemin qui va rejoindre le point initial au point final, en quelque sorte, et ce sera le plan d'action. On va parler dans notre séminaire de plan d'action managérial, PAM, si on veut prendre un acronyme, plan d'action managérial, qui est le plan d'action qui permet, à partir du diagnostic, de savoir comment atteindre dans les meilleures conditions les objectifs. Vous nous parlez de la nature humaine, vous nous parlez des caractéristiques de l'être humain. Quelles sont ces caractéristiques ? Il est clair que le but d'une entreprise, c'est de rendre des services et de créer des richesses pour la société. Le but d'une entreprise, c'est de transformer des rêves en réalité. C'est de faire en sorte que les projets d'entreprise puissent se réaliser, et ils se réalisent pour les acteurs de la société, avec les acteurs de la société. Donc les dénominateurs communs, c'est bien l'être humain. Dans la société, on est confronté à un environnement. L'environnement, c'est l'environnement économique, c'est l'environnement politique, c'est l'environnement géopolitique. Et puis il y a des systèmes économiques. Et aujourd'hui, on est bien en mal, en difficulté que ces systèmes politiques et économiques. Et il y a également des organisations, des structures, des organigrammes, des ordinogrammes, des sociogrammes à l'intérieur de l'entreprise. Eh bien, si on regarde la nature humaine, l'être humain au sein d'une organisation qui elle-même répond à un environnement, eh bien, il est important de partir de l'être humain. Et l'être humain, eh bien, il a des caractéristiques propres, que sont la conscience et la volonté. Un environnement n'a pas forcément conscience et de volonté, une organisation non plus. Un être humain a une intelligence de laquelle il peut dégager une intuition, on parlera du sixième sens, de la créativité, de l'imagination. Mais aussi, un être humain se caractérise par ce qui est sa dynamique et son énergie propre, son émotion. Et la combinaison des émotions, c'est les sentiments. Et en entreprise, on ne peut pas travailler sans émotion et sans sentiments. Vouloir exclure les émotions et les sentiments du travail, autant demander à quelqu'un d'avancer et de ne pas respirer. C'est une absurdité. Donc il faut prendre conscience que le management, à partir du moment où c'est le management des personnes, pour qu'elles puissent correspondre au mieux aux objectifs de l'entreprise pour les atteindre, au sein d'un environnement économique, politique de plus en plus mouvant, perturbant et perturbé, eh bien il faut faire au maximum avec la nature de l'homme, puisque l'être humain devra donner le meilleur de lui-même face à cette complexité. Nous sommes condamnés à devenir intelligents. Concrètement, en quoi ça va se caractériser de respecter le fonctionnement de l'être humain, de respecter ces caractéristiques de la nature humaine dans le management au quotidien? Si j'ai en encadrement et en animation d'équipe, on peut aussi définir le management comme l'encadrement et l'animation d'équipe. Si j'ai 10, 15, 20, 50, parfois je rencontre encore aujourd'hui des managers qui managent des équipes de 150, 200, 300 personnes, vous ne pouvez pas, je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'imaginer qu'on puisse adapter son management à chaque personne, à chaque situation. On va être obligé de partir de points communs. D'ailleurs, le point commun, ça veut dire qu'on va engager des actions communes pour l'ensemble des collaborateurs. Ça s'appelle la communication. Le point d'entrée dans le management, ça va être la communication, ce dont nous parlerons dans le séminaire. On va partir de données universelles, de données communes à chacun d'entre nous. Si on parle de l'intelligence, tout cerveau a besoin de disposer d'une vision globale pour donner du sens à des détails. Tout cerveau a besoin de se poser des questions pour accéder aux réponses. Il n'y a pas de bonnes réponses qui ne correspondent pas à des questions. Donner des réponses à des gens qui ne se posent pas des questions, c'est une absurdité, quelle que soit la personne.
Le cerveau fonctionne par image, le cerveau fonctionne de manière analogique. Si je regarde le temps qu'il fait en me levant le matin et en regardant la météo au travers de la fenêtre, je vais voir une image du temps qu'il fait. L'approche cérébrale n'est jamais une approche analytique. L'approche analytique s'oppose à l'approche analogique. Dans les organisations et dans les entreprises, nous n'avons que des approches analytiques, des tableaux de chiffres. L'approche analytique de la météo, c'est le bulletin météo avec la pression atmosphérique, la pression hygrométrique, la température en Celsius, en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Ce sera la vitesse du vent, la quantité de lumière. Ce sera un tableau, des chiffres, des indicateurs techniques, quantitatifs, avec des mots que l'on ne peut comprendre que si l'on a la spécialité ou si on a fait météorologie dans ses études. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau fonctionne de manière analogique. Le cerveau a besoin de contact. L'être humain, il est fait pour être en relation. On voit bien que lorsque nous conduisons et que nous prenons une conversation téléphonique, ce qui est interdit au demeurant, eh bien, il y a une perturbation cérébrale parce qu'il n'y a pas de contact. L'être humain a besoin de contact, a besoin de relation pour produire de l'émotion. L'être humain a besoin d'être en visuel. On a besoin d'être en non-verbal pour accompagner le verbal. Pour vous parler, là, ici ce matin, j'ai besoin que vous soyez là avec moi. L'être humain a besoin de cette énergie qui est l'émotion pour donner le meilleur de lui-même, et ce meilleur va lui permettre d'aller chercher de l'information. Le cerveau ne peut pas recevoir une information pour laquelle il n'a pas fait effort d'exercice, l'exercice d'aller la chercher, etc. Et donc c'est de regarder dans chacune des situations de l'entreprise si l'ensemble des tâches et de l'environnement de travail permet à chaque cerveau, sur ces données fixes, sur ces données universelles qui rassemblent les gens, et si chaque cerveau peut trouver une harmonie et une cohérence pour pouvoir mettre à disposition de l'organisation qui l'emploie et qui attend de lui des résultats, est-ce que l'organisation peut activer ce cerveau en respectant ces éléments-là? De ce que l'on connaît des pratiques de management, des pratiques d'entreprise, ce que vous nous expliquez, ça doit être difficile pour ces entreprises, ça doit être très difficile à mettre en œuvre. Dans un environnement complexe, il faut traiter les hommes comme ils sont, dans leur nature, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et apporter des réponses pertinentes aux défis pertinents qui nous sont posés par l'environnement. Donc oui, les entreprises ont du mal, c'est bien pour ça que les entreprises ont du mal à produire des résultats. Je me permets de rappeler que dans le dictionnaire, le résultat est une résultante. 10 plus 3 égale 13. Si je ne veux pas 13, mais je veux 20, eh bien je peux le dire tant que je veux, ça ne sert à rien. Il faut agir sur 10, sur 3 ou sur l'addition. Il faut produire d'autres déterminants pour un autre résultat. Changeons les éléments du calcul, changeons les éléments de la méthode, soyons créatifs dans notre management et notre manière d'aborder les problèmes pour de nouvelles réponses et de nouvelles solutions. Est-ce que vous pensez que les entreprises ont envie de remettre en question leurs pratiques pour en arriver là? Est-ce que vous pensez vraiment, prenons l'exemple de la stratégie, est-ce que vous pensez que le personnel connaît réellement la stratégie, est capable de la comprendre, est capable de la décliner, de la mettre en œuvre au plus proche du terrain? Est-ce que vous pensez que le personnel est capable et a les clés pour aller chercher l'information? En gros, est-ce que vous pensez que le personnel a le moyen de mettre en œuvre et de développer cette intelligence au travail? Vous pensez que les entreprises ont envie de ça? Vous y croyez vraiment? Votre question pose le paradoxe. Je ne pense pas que la question se pose en termes d'envie, et pour être brutal, je crois que les entreprises n'ont pas envie. Non, la réponse est non. Mais le problème ne se pose pas comme ça. Le problème se pose plutôt que les entreprises n'ont pas le choix. Dans un monde développé sur l'éclatement géographique, de multiples règles du jeu diverses et variées en fonction des régions du monde avec lesquelles on est en interaction d'achat, de vente ou de réseau relationnel, il n'y a plus de règles du jeu. C'est une des perturbations de l'environnement. Eh bien, à un moment donné, on va être obligé de pouvoir, considérer que ce n'est plus le produit qui va faire la différence dans une entreprise. C'est plus le service qui va faire la différence entre une entreprise et son concurrent. Ça va être peut-être son organisation, mais je pense que c'est surtout
la capacité à apprendre plus et plus vite que son environnement, plus et plus vite que ses concurrents. L'apprentissage, la pratique managériale, l'intelligence relationnelle avec lesquelles nous allons pouvoir développer la qualité relationnelle avec l'ensemble des acteurs va devenir la vraie compétence distinctive et l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Si une entreprise veut continuer à exister, si une entreprise veut pouvoir continuer à transformer ses rêves en réalité et contribuer au développement de la société, il faut impérativement qu'elle développe de l'intelligence au travail. Ce sera son avantage concurrentiel, ce doit être son axe stratégique pour les années à venir. Les entreprises qui ne feront pas ce choix disparaîtront. En finir avec le taylorisme, l'organisation scientifique du travail. Le vrai problème de nos organisations, c'est qu'elles n'ont pas assez évolué depuis la révolution industrielle. Elles restent toujours basées sur la division du travail, donc la division des gens. Donc les entreprises ont développé des logiques de territoire, des jeux de pouvoir, de l'individualisme, de l'égocentrisme, du chacun pour soi, des rapports de force au travail, autant de choses qui ne contribuent pas à l'efficacité d'un travail collectif. Alors s'il vous plaît, ne parlons même pas de performance. Si on n'a déjà pas l'efficacité, on ne risque pas d'atteindre la performance. Souvent ça me fait bien rigoler quand j'entends des comités de direction attendre et souhaiter de leurs collaborateurs des performances. Je pense que ce n'est pas possible dans l'état actuel des pratiques. Donc il ne s'agit pas de savoir si les entreprises ont envie, il s'agit de convaincre les entreprises. Le but de ce séminaire, c'est de convaincre les responsables qui viendront s'inscrire et qui ont choisi de venir dans ce séminaire qu'il est impératif de mettre à plat les pratiques managériales. Au début de cet entretien, vous nous avez parlé de préparation pour ce séminaire. De quoi s'agit-il? Alors, en effet, pour tirer le meilleur parti de ce séminaire et éviter de tomber dans une discussion de salon, il est important de partir des situations concrètes, pragmatiques. J'ai quand même un objectif qui est une visée opérationnelle à ce séminaire, c'est-à-dire que derrière le temps que nous allons passer ensemble, eh bien, il puisse y avoir un changement dans les pratiques. Sinon, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure n'a aucun sens. Et donc, je souhaiterais que les personnes les participants viennent avec un petit dossier dans lequel ils ont pu préparer les objectifs qui sont les leurs, les objectifs qui leur sont assignés dans le travail, les objectifs qu'ils ont pu partager ou négocier, voire peut-être, le cas échéant, les objectifs que les responsables qui seront là ont pu donner à leurs collaborateurs. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on a écrit les objectifs, comment on les a formulés, comment on les a déployés, comment on les a fait rayonner, comment on les a partagés. Premier point, les objectifs. Deuxième point, faire état des lieux de son management, faire le bilan de son management. Mais pour faire le bilan de son management, on va démarrer par un état des lieux de la motivation individuelle des membres de l'équipe. Quels sont les leviers de motivation des personnes avec lesquelles on vient travailler? On ne peut pas ne pas être motivé dans la vie. J'accepte l'idée que tout le monde n'est pas motivé par la même chose au même moment, et je veux même accepter l'idée que des personnes puissent ne pas être motivées par le travail. Pour autant, quels sont les leviers de motivation? On ne peut pas encadrer et animer une équipe pour les emmener vers les objectifs si on n'a pas fait un état des lieux des motivations. Donc oui. il s'agit d'avoir la perception du participant sur la motivation de son équipe. Oui. On parle bien de la perception individuelle. Que connaît-il de la motivation de ses équipes? Et c'est en fonction de cette motivation qu'il va pouvoir agir sur des leviers d'action que je vais appeler des leviers de motivation. Maintenant, si le participant n'est pas capable d'élaborer ces leviers de motivation, en soi, ce n'est pas un problème, c'est une donnée. C'est-à-dire qu'un manager qui n'est pas capable de faire état de la motivation des membres de son équipe, c'est peut-être un manager qui devra mettre en œuvre un plan d'action sur la meilleure connaissance des membres de son équipe. Et maintenant, il est clair aussi que l'état de la motivation, il est fonction de la qualité du management. Le management impacte l'ambiance de travail, le cadre de travail. Je vous ai tout à l'heure donné la vision globale. Il est clair que si vous ne donnez pas de vision globale à vos collaborateurs, le travail n'a pas de sens. Si le travail n'a pas de sens, le cerveau étant un filtre à sens, le cerveau rejetant tout ce qui n'a pas de sens, le cerveau rejettera par la même occasion le travail. Donc le travail sera rejeté. Donc à un moment donné, si les collaborateurs rejettent le travail, est-ce que ce n'est pas par rapport à la motivation? Est-ce que la motivation n'est pas une conséquence d'une pratique managériale? Donc je souhaiterais aussi que les participants fassent le diagnostic de leur pratique managériale au travers de ce travail de préparation.
est-ce que dans ce séminaire, vous allez saisir l'occasion, vous allez profiter pour remettre à plat l'ensemble du vocabulaire un peu galvaudé qu'on utilise en entreprise, ces mots MOTS qui génèrent malheureusement trop souvent des mots MAUX, les mots du management, parce que est-ce qu'il y a beaucoup d'entretiens qui entretiennent? On va mieux après qu'avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de réunions qui réunissent les points de vue? Ou est-ce qu'on transmet simplement des informations? Est-ce que la communication se caractérise par de l'action commune et pas simplement par de l'expression? Tous ces mots ont perdu leur sens premier. Est-ce que ce séminaire va être l'occasion de créer, de constituer une nouvelle réalité sous ces mots du management souvent détournés de leur sens premier? Je pense qu'il faut être créatif dans ses pratiques managériales, mais en même temps, il ne faut pas perdre nos basiques et nos fondamentaux. L'outil de travail le plus important que nous allons utiliser dans ce séminaire, c'est le dictionnaire. En effet, juste pour reprendre, vous parliez de réunion par exemple, une réunion c'est réunir, la communication c'est action commune. Donc oui, on va remettre à plat tous les moments clés du management. Et quand on fait le bilan du management, c'est le bilan de tous ces moments du management. Comment est-ce que je gère ma réunion? Comment est-ce que je gère mon entretien? Comment est-ce que je gère mon recrutement? Comment est-ce que je gère la formation? Comment est-ce que je gère un cadrage, un recadrage, des moments où on donne les règles du jeu et on recadre quand les collaborateurs n'ont pas respecté les règles du jeu? Comment on motive, comment on mobilise les équipes, etc. etc. Et l'idée, c'est de dire au travers de ces différents moments de management, comment est-ce que j'ai pu éviter les pièges classiques et habituels du management qui font que tout à l'heure je parlais de délinquants ou de voyous du management. Bon, les gens ne sont pas forcément des délinquants ou des voyous, le terme et les termes sont excessifs, c'est peut-être des ignorants du management. Combien de fois avons-nous donné des responsabilités managériales à des personnes juste par rapport à leur expertise technique? Alors que le management, si on accepte l'idée de l'encadrement et de l'animation, c'est un vrai métier avec un vrai talent et des vraies règles du jeu à respecter, à commencer par celles qui président au bon fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire le cœur. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'âme, le personnel s'use, les collaborateurs s'usent. Je crois qu'il faut réhabiliter l'amusement dans le travail. Si dans le travail on ne s'amuse pas, s'il n'y a plus d'âme, on s'use. C'est bien le cœur qui donne du sang au cerveau. Et c'est bien le cerveau qui déploie, qui donne les ordres au corps. Donc qui va déployer des attitudes et des comportements. Il y a des pièges classiques dans le management. Il faut savoir les éviter pour pouvoir être respectueux de la nature humaine et produire les meilleurs résultats. Et quels sont ces pièges alors ? Écoutez, au moins pour ce travail de préparation, on en évoquera d'autres dans le séminaire, mais j'invite à croiser en quelque sorte les moments clés du management, ceux qu'on évoquait il y a quelques instants, le recrutement, la formation, l'information, la réunion, l'entretien d'appréciation, l'entretien annuel, etc., avec les 5 pièges que je vous propose. Le premier piège, c'est parler pour ne rien dire. Je vais l'intituler le piège de l'expression. Je vous propose le piège de l'expression, c'est-à-dire que l'oral n'est pas un sens. On va réussir à donner sens aux personnes avec lesquelles on travaille par l'exemplarité que l'on va leur montrer, par le contact, par la chaleur relationnelle, par la démonstration, par la pédagogie, une certaine manière de parler. C'est le piège de l'expression. Le deuxième piège, c'est le piège de la routine. À ne pas se poser de questions, à ne pas se remettre en question. L'être humain va toujours faire les choses de la même manière dans un monde en changement, et dans un monde caractérisé par la vitesse du changement, et dans une époque actuelle caractérisée par le changement de paradigme, ce par quoi nous débutions notre entretien, il est impossible de ne pas se remettre en question. C'est le piège de la routine. Comment est-ce que l'entreprise est capable d'éviter ce piège de la routine? Le troisième piège, c'est le piège de l'inhumain. Le piège de l'inhumain, pour faire court, c'est de ne pas respecter ce qui caractérise l'humain, le cœur, le cerveau et le corps. C'est le cerveau qui commande le corps. Il faut donc respecter les éléments du cerveau dont nous parlions tout à l'heure. Et le cerveau ne fonctionne qu'avec du cœur. Je pense que la problématique des entreprises, c'est qu'on a oublié la générosité, la bienveillance, la gentillesse, autant de valeurs qui ont disparu pour être remplacées par l'efficacité et la performance. Après le piège de l'expression, le piège de la routine, le piège de l'inhumain, de ne pas respecter l'humain, le piège des illusions. Le piège des illusions qui font qu'il y a plein d'incohérences en entreprise. Comment est-ce qu'on arrive
à être dans la cohérence en permanence. Que la personne qui vous parle eh bien, soit cohérente entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle montre, ce qu'elle témoigne. L'autorité va se développer au travail par la manière d'incarner avec légitimité et crédibilité son propos. Le cerveau est un filtre à sens. Dès l'instant qu'il y aura une pratique incohérente, le cerveau ne va pas lui donner sens et va la rejeter. Et les personnes vont s'opposer. Il y a aujourd'hui, dans notre époque, on a besoin de mobiliser des énergies, trop de conflits du travail. Je parle autant des conflits ouverts que des conflits larvés. Si on parle des risques sociaux, on parle aussi des risques psychosociaux, on parle des risques physiques en entreprise. Moi, je parlerai aussi simplement des conflits du travail, voire parfois des conflits d'intérêt au travail. Puis il y a un dernier piège, le piège de la faute. On parlait des capacités du fonctionnement du cerveau tout à l'heure. Le cerveau apprend par erreur. Toute personne a appris à rouler à vélo parce qu'elle est tombée maintes fois. Tombée 7 fois, relever 8 fois, et la 8e fois ça marche. Ça veut dire qu'on apprend par erreur. Le sportif qui va réussir à atteindre de magnifiques performances dans sa compétition, il y arrive parce qu'il s'entraîne. Est-ce que dans l'entreprise, on a gardé ce culte de l'entraînement, Est-ce que l'on a déployé une organisation qui permet à chacun de faire des erreurs, d'encourager les erreurs, de donner le droit à l'erreur et d'exiger, bien entendu, le devoir d'en tirer les leçons. On parle beaucoup de droit du travail, mais il y a des devoirs, il y a des obligations au travail. C'est aussi l'obligation de tirer les leçons des erreurs pour progresser et avancer. C'est aussi cela la remise en question que je voudrais développer dans ce séminaire Créativité dans le management des équipes, c'est-à-dire réhabiliter le droit à l'erreur pour pouvoir, par un meilleur entraînement, bien faire du premier coup et réussir à transformer ses objectifs en résultats et de faire en sorte que ce soit de vrais challenges, de vrais enjeux, de vrais défis. Donc si j'ai bien compris, ce que vous attendez dans le diagnostic managérial, c'est de croiser les moments clés, les moments forts de la vie du management, donc les entretiens, les réunions, etc., avec les 5 pièges et de voir si dans ces moments clés, on ne tombe pas dans l'un des 5 pièges que vous avez évoqués, donc, qui sont l'expression, la routine, l'inhumain, l'illusion et la faute. Voilà. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Et ça peut prendre quelle forme? Qu'est-ce que vous attendez en termes de format? Bon, rassurez-vous, hein, pas un roman, pas un rapport, quelque chose pour que ce soit opérationnel. Tout à l'heure, je parlais de l'objectif, non pas théorique, mais vraiment pratique, pragmatique, opérationnel. D'ailleurs, soyons créatifs. Imaginons un tableau, un schéma, une représentation, des graphiques. Je le sens plus comme ça. Pas trop de littérature. Vous parliez de croisement, ça peut être un feu vert, ça peut être un feu rouge pour alerter, ça peut être un feu orange, ça peut être peut-être des petits biquets, des petites illustrations, je ne sais pas. À chacun d'être créatif pour pouvoir en fait essayer d'imaginer un tableau de bord. Ne laissons pas la logique du tableau de bord qu'au mot de la gestion, l'activité, la rentabilité, la productivité, les qualités, etc. On peut aussi utiliser les tableaux de bord dans la qualité relationnelle, dans l'intelligence émotionnelle. Eh bien, ce sera un bon travail créatif pour chacun des participants de se préparer à ce séminaire en essayant d'imaginer le meilleur tableau. Alors, encore une fois, je n'imagine pas forcément un rapport, je ne pense pas que ce soit le meilleur outil, mais quelque chose vraiment de sympathique, de synthétique, en tout cas un travail dans lequel la personne va prendre plaisir à s'y préparer. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que la personne puisse dire « j'ai essayé de le faire et je n'ai pas réussi à le faire ». Dans ce séminaire, on travaillera sur pourquoi le problème me pose problème, pourquoi le plaisir à réaliser ce genre de travail me pose des difficultés. Rien que le fait de cheminer dans cette recherche-là nous fera progresser. Tous ces documents, on vous les prépare sous forme de clé USB, on vous envoie un mail, on vous met tout ça sous forme de dossier. Comment souhaitez-vous recevoir ces informations? Tout à l'heure, on a parlé de certaines absurdités en entreprise. Alors, surtout pas par mail. Interdiction. Le mail n'est pas un instrument de communication parce qu'il n'y a pas de relation. Surtout pas par mail. La clé USB n'a jamais été la clé qui permet d'ouvrir la porte de l'intelligence. C'est juste un bon moyen pour refiler le boulot à quelqu'un d'autre et expliquer des informations en matière d'intelligence économique. La clé USB, les photocopieuses, les appareils photo sur le téléphone sont des choses très, très dangereuses. Non.
je souhaite la remise d'un document écrit, que je puisse recevoir ce document écrit quelque temps auparavant, que je puisse le toucher, que je puisse le regarder, que je puisse le sentir. J'ai envie de dire que ce document a été écrit par chacun des participants à partir de la page blanche, avec ses doigts, les doigts qui tiennent le crayon. Ne dit-on pas que l'écriture est la continuité de la pensée et le début de l'action? Si l'on veut réaliser un beau chantier, si un architecte veut réaliser une belle œuvre, il va faire un plan. Et il va partir de la page blanche et il va se faire son crayonné. Eh bien, j'ai besoin du geste de l'écriture qu'on touche, de l'écriture qu'on sent, de l'écriture qu'on revoit, et que l'on regarde et que l'on reprend, et le papier que l'on va chiffonner, que l'on va jeter, que l'on va prendre et que l'on va reprendre. J'ai besoin de sentir ce document dans les mains pour ressentir les participants que je vais accueillir en formation. Et parce que je vais ressentir ces participants, je vais pouvoir aussi me préparer à la meilleure émotion pour partager avec eux l'ensemble des idées que nous venons d'échanger entre nous, et de pouvoir me faire un petit peu une idée du meilleur profil de ces participants et de pouvoir adapter le séminaire en conséquence. L'idée de ce travail de préparation, c'est aussi de pouvoir adapter le séminaire en fonction de ce que les participants auront été capables de produire ou de ne pas produire. Avec amour, avec énergie, avec émotion, avec enthousiasme, avec dynamisme, avec volonté, mais aussi avec ténacité, avec effort et pugnacité. C'est toutes ces choses-là que je vais chercher à ressentir au travers du travail produit. D'accord. Donc, pour résumer, les participants qui s'inscrivent à ce séminaire doivent effectuer un travail de préparation. Ils doivent donc constituer un dossier dans lequel on va retrouver d'abord, en premier lieu, les objectifs qu'on leur a fixés, que l'entreprise leur a fixés au travers des entretiens individuels, etc. Ou, le cas échéant, qu'ils auront fixé à leurs collaborateurs, ou quand bien même, si le cas se présente, les objectifs de vie personnelle, s'il y a des difficultés à les transposer en entreprise. Oui, ou si un participant suit ce séminaire en étant actuellement sans emploi ou en recherche d'emploi ou dans une période de transition, ça peut être difficile en effet de travailler avec les objectifs des collaborateurs qui viennent avec ses objectifs de vie, ses objectifs de projet personnel et de projet professionnel. Dans sa orientation, dans sa réorientation professionnelle, quel est son objectif? Ça peut être ça aussi. D'accord. Alors, ça c'était le premier point, les objectifs. Le deuxième point, faire le bilan de la motivation individuelle de l'équipe. Oui. Donc, il s'agit de poser sa propre perception sur ce qui motive, les déterminants qui motivent son équipe. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point à préparer, donc c'est le bilan de la pratique managériale, le diagnostic managérial, dont nous avons assez longuement parlé, qui croise les moments clés du management avec les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et tout ça sous forme d'un beau dossier papier écrit à partir de la page blanche pour favoriser la mise à plat et le respect du fonctionnement de l'intelligence des êtres humains. Donc c'est bien ce que vous attendez, Pierre. L'être humain a besoin de vérifier pour être sur la même longueur d'onde, a besoin de vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde, et donc pour cela le meilleur outil de communication c'est la reformulation, et je pense que vous avez bien compris, c'est parfait, c'est exactement cela que j'attends. Pierre, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de vous retrouver dans le séminaire Créativité dans le management d'équipe AEML. Ce plaisir fut partagé et j'ai hâte maintenant de retrouver chacun des participants dans ce séminaire. Merci.